Alors, Si je fais ça, oui. C'est bon. Attends, là je trouve pas encore ton lien. Tu vas le trouver. Normalement, il est bon là. Ah mais ouais, c'est un événement en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais tu vas le voir en publication. Ok, attends. Tu m'as mis... Tu m'as tagué dessus ou... Je vais te taguer dessus. Ce sera plus simple. Hop. Ouais, faut me mâcher le travail pour quelque chose d'aussi complexe que Facebook. Alors. Ça veut pas. Sinon, tu vas sur la page de Piano Pariso. Ouais. Tu vas dans publication. Ah, nickel. Vas-y. J'ai fait mon taf. C'est bon. Alors. Et voilà. ok, on peut parler alors. Oui, bon, on est en live. Hein. D'accord, super. Attends, je vais juste éteindre mon portable. Nous aussi, on a tout éteint. On a l'habitude, mais des fois, si on oublie. Je bien en parler. Oui, c'est dommage. Ok. Attends. Est-ce que j'ai le temps pour prendre un... Il y a une petite biscotte là qui me regarde depuis le début. T'as 2 minutes. Oui, 2-3 minutes. Moi, je saute dessus en fait. Moi, pas très bien. je en live. Ça passe bien dans le micro en tout cas. C'est ça. Retard de croquage de biscotte. Fort ça. Ça veut dire quoi ouais, ça... Ouais, nickel. Mais c'est bien que tu finisses de la manger en fait avant le. Ah ouais. Biscotte après répétition. Franchement, ouais c'était nécessaire. Ouais. Tu allais répéter où? J'allais chez mes parents en fait, parce qu'on n'avait pas d'endroit. On était 4 et il fallait qu'on bosse. Ah, le quatuor. Ok. Ouais, exact. Bon, pas ce quatuor-là, mais le truc que je vous avais parlé pour Evian. Du coup, on peut en parler. On peut parler des deux. Oui, c'est ça, je mets autre quatuor. Elle est bonne la biscotte? Elle était efficace. C'est bien, je pense qu'on devrait commencer par ça en fait. Genre, faut pas l'anniversaire de Chaiko, ok, mais la biscotte en fait. D'accord, ok, mais c'est fait. Ouais. Regarde, bouge pas sur. Moi, je pense que le prochain live, eh ben, on propose un goûter direct. Franchement, qu'est-ce qui nous en empêche? C'est bon pour toi? Ah, pour moi, tu viens? Ouais, c'est bon. Oui, au niveau des micros. Je crois que c'est bon, tout va bien. Attends, je l'écoute. Normalement, tout va bien. C'est parfait.
Bonjour, voilà, je pense que c'est l'heure, voilà, pile 17h30. Bonjour et bienvenue pour notre 8e live. Oui, déjà, ça fait déjà le 8e. Donc, un grand merci de nous suivre si nombreux sur les réseaux. Et pour tous vos messages, ça nous fait vraiment très, très plaisir. Et nous espérons continuer voilà, d'autres lives dans l'avenir. Alors, je suis aujourd'hui avec Barbara. Bonjour. Bonjour. Et nous recevons pour cet entretien notre ami Alexandre Kantorov. Bonjour Alexandre. Bonjour, et puis bonjour à ceux qui nous écoutent. Ouais, tout va très bien. J'ai juste fini une répète, donc là c'est parfait en fait. D'accord. Donc, on va y aller directement. Je te présente. Alors, tu as 23 ans et tu es pianiste. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai juste. Franchement, ouais. Tout pour moi, en fait. Bon, de toute façon, on a le temps de faire connaissance tout à l'heure. Mais avant d'aller plus loin, on va commencer par écouter un extrait vidéo. Alors, du concerto pour piano numéro 2 en sol majeur, opus 44, c'est ça, de Tchaïkovski. Et on l'écoute, on le regarde et on se retrouve après. D'accord? Ça marche. À tout de suite. Ça fait bizarre de se regarder jouer en fait. De se re-regarder. Ouais, c'est pas quelque chose que je fais souvent et tout, mais c'est marrant. Ouais. Et alors, donc, il y a un an, donc le 17 juin 2019, c'était donc le concours Tchaïkovski qui démarrait. Donc, c'est un peu sa date d'anniversaire. On est un peu dans cette période-là. C'est quand même le plus grand concours. Voilà, c'est le plus grand réputé au monde. Alors, explique-nous un peu comment ça s'est passé, ta préparation. Dis-nous tout. Et en fait, ça remontait il y a. Quand même, je l'ai préparé pendant, on va dire, 2 ans vraiment à fond. J'avoue que les concours, j'en avais jamais trop fait avant. Du coup, c'était pas quelque chose que je connaissais beaucoup. Et donc, j'avoue, je me rendais pas trop compte en fait de ce que ça nécessitait. C'est juste que j'ai eu de la chance, à peu près après le dernier concours Tchaïkovski, celui avant. Il y avait un Français qui s'appelait Lucas Debargue qui avait fait pas mal sensation. Et juste après, j'avais rencontré sa professeure qui s'appelait Rena Cherechevskaya, qui est une Russe et qui, on va dire, elle, du coup, a l'expérience de former vraiment beaucoup de gens à des concours. Et donc, direct, en fait, on a bien sympathisé, on a voulu travailler ensemble. Et elle m'a rapidement fait prendre conscience que bon, c'était pas quelque chose que je pouvais faire à côté comme juste j'ai un concert, j'ai un concert de plus. C'était quelque chose qui se préparait depuis très très longtemps, où ça demandait une vraie discipline comme je dirais, un sportif qui se prépare à un tournoi quoi. Et donc on a eu un début un peu difficile où moi j'avoue que j'avais pas mal de concerts, du coup je j'étais pas super assidu, j'étais tout en train de lui faire mais en fait on peut peut-être travailler ça parce que ça je dois le jouer bientôt, et donc vite fait elle m'a recadré en fait. Et après
on a passé à peu près, on va dire, un an à vraiment se donner, où on va dire, moi, fait en sorte d'avoir le moins de concerts possible et de pouvoir vraiment être à fond. Parce qu'il faut dire, c'est tous les 4 ans, hein, Ouais, exactement, c'est tous les voilà. 4 ans ce concours. Il y a une sorte de, je trouve, un peu magie dans ce concours en particulier pour moi, parce qu'il y avait déjà la plupart des pianistes que j'ai admirés depuis longtemps étaient passés par ce concours. Et puis en plus, la salle où se déroule le concours, qui est la grande salle du conservatoire de Moscou, c'était, on va dire, c'est une salle quand même assez légendaire. Mythique, vraiment. Ouais, c'est ça. Et ça remonte il y a très longtemps. Il y a Rachmaninoff qui a créé les œuvres là-bas. Il y a eu vraiment, moi, un passé assez énorme. C'est comme si on avait des fantômes qui étaient toujours là. Donc j'avais. Ouais, alors que pourtant, l'idée du concours en lui-même, c'est pas forcément quelque chose qui est dans ma nature ou que je trouve particulièrement grisant. Mais là, vraiment, il y avait quelque chose qui me poussait à le faire. Et ben donc, une fois qu'on a réussi à se synchroniser et à se dire on va le faire vraiment, et on s'est mis à vraiment à 100% là-dedans. Et quelque part, je pense une des choses qui m'ont aidé, c'était le fait de ne pas en savoir trop. C'est-à-dire, C'est ça, tu n'avais pas une grande expérience, en fait. C'est ça. Alors que je sais que pas mal de mes amis, du coup, qui étaient dans le concours, on était 20, 24, 25 à se retrouver pour le premier tour. Et je sais que la plupart, ils avaient une véritable expérience. Du coup, ils savaient à quoi s'attendre. Et donc, quelque part, en fait, le fait de pas me rendre compte, ça me stressait bien plus pour le tout début. Et en même temps, mais la seule chose que je connaissais, c'était le concert. Et donc, quelque part, j'avais pas à faire une distinction entre qu'on fait souvent, c'est-à-dire il faut jouer d'une certaine manière pour un concours, D'accord. il ne faut pas faire 100% pour un concert. Et j'avais pas eu cette sorte de distinction. J'y suis allé comme moi, je savais aller sur scène simplement. Et d'accord. Oui, je comprends, mais peut-être eux aussi, ils avaient l'expérience, mais peut-être plus la pression. Du moins, c'est un peu l'idée qu'on se fait. Nous, vu que toi, tu connaissais pas, eux, ils connaissaient. Peut-être, bon, voilà. Ils avaient peut-être plus finalement Ben oui, je sais de pas. savoir qu'on t'observe comme ça d'une grande salle et que tu es vraiment le. Enfin, tu me diras en concert, c'est pareil, mais là, Mais ouais, bien sûr. D'accord. Et alors, comment ça se passe, les œuvres? Qui les choisit? Comment, toi, tu t'inscris, donc je sais pas, tu vas sur Internet, tu tapes ton nom. Comment ça marche? Il y a des présélections? Est-ce comme The Ouais, Voice? ouais, c'est ça. N'importe qui peut se présenter, en tout cas sur le dossier. Ah, Il y a un site internet du concours, on a un formulaire, et dans lequel on doit quand même, voilà, on doit quand même jouer de base. Et en général, disons que c'est plutôt conseillé d'avoir déjà une activité un peu de concertiste, parce que, ou au moins d'étudiants, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des lettres de professeurs, on a besoin de faire une vidéo, on a besoin. présélection sur dossier. Voilà, exactement, présélection sur dossier. Mais oui, n'importe qui peut se présenter à ce concours. Et en fait, les œuvres, on les choisit. Ce que j'aimais aussi bien dans ce concours, c'est que la plupart des œuvres sont assez libres. C'est-à-dire qu'on peut vraiment aller avec sa personnalité et ses envies. Et disons que tous les 4 ans, en général, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est le même programme avec, il faut une pièce de Tchaïkovski parce que c'est le concours Tchaïkovski, il faut des œuvres russes, il y a un des concertos de Tchaïkovski en finale, mais à part ça, vraiment, on a une grande liberté. Et donc, ça fait qu'on s'est retrouvé, là, je sais que cette année, j'ai vu le programme, mais de tous les candidats, c'était incroyablement varié, quoi. C'est quelque chose on n'a pas toujours l'habitude de voir, parce qu'il y a beaucoup de concours où il y a beaucoup de soleil, désolé. L'exposition doit être monstrueuse. Ça marche. Tu illumines la pièce, c'est fantastique. En fait, ouais, d'autres concours, en général, on a beaucoup d'œuvres imposées. C'est ça. On va dire peut-être facilement comparées entre différents candidats. Et là, on pouvait, voilà, chacun arriver avec des choses personnelles. Donc, il y avait des gens qui arrivaient avec des musiques de leur pays. Il y avait quelqu'un qui avait fait de la musique américaine à 100% quasiment. Il y en a qui font des transcriptions. Il y en a c'est-à-dire, ils peuvent même quasiment pas composer, mais au moins apporter quelque chose qu'ils ont. Ouais, propre, exactement. Donc, ça aussi, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Et ça permet, je trouve, de se sentir beaucoup plus dans une situation de concert. C'est-à-dire, on arrive avec un programme qu'on a vraiment eu l'envie de préparer avant.
D'accord, mais le programme, moi, tu as plusieurs jours, sélection, ils en prennent quelques-uns. Est-ce que ça monte comme ça à chaque fois avec des œuvres différentes, avec un final comme on a vu là? C'est un peu l'idée qu'on s'en fait, mais comment ça se passe réellement? Ouais, en fait, il y a plusieurs tours. Comme un tournoi, en fait, c'est-à-dire qu'à chaque tour, on doit bien sûr changer de programme et on est de moins en moins. Et du coup, c'est pour ça qu'en finale, on joue avec orchestre parce que du coup, il y a moins de personnes et donc ça fait un petit Ah peu oui, moins de travail pour l'orchestre de travailler tous nos concertos. Et puis, ça donne une sorte de dimension un peu plus grande et assez épique pour la fin. Donc ouais, en fait, on est 2 semaines entièrement immergés là-dedans. On a quasiment on voit que des autres candidats dans l'hôtel. Je sais que tous les étrangers étaient dans le même hôtel. On était 2 par chambre. On travaillait juste au conservatoire. On revenait. Bon, c'était vraiment 2 semaines où on faisait rien d'autre que d'être là-dedans dans ce concours et dans les une vraie salles. bulle, Ouais, une vraie bulle. totalement. Et même les gens autour dans la rue, parce c'est impressionnant de voir à quel point ils sont impliqués dans le concours. C'est vrai? C'est-à-dire que tout autour du conservatoire, il y a vraiment que des gens qui suivent en permanence les épreuves. Dans les cafés, ça parle du concours. On a vraiment une sorte de Ah oui, c'est ouvert simulation. au public en fait, quand tu... Tout le monde peut y aller? Tout le monde peut y aller. Alors, je pense que c'est payant, mais tout le monde pouvait y aller. D'accord. Et donc, bah ouais, surtout, plus on avançait dans les tours, plus en fait, ça devient un peu un événement. Et donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent. En général, c'est complet en permanence. Et donc, moi, ça fait super plaisir à voir parce que il y a le banc du jury qui est vraiment à 5 rangées. Et du coup, au moins d'avoir tout ce banc-là un peu, on va dire, entouré par tout le reste du public, ça fait un peu un sort de Où est Charlie, en fait, on les voit un peu moins. D'accord, c'est bien. Ouais, on peut oublier un petit peu qu'on a 12 personnes avec des calepins en train de noter nos prestations. Et qui est venu t'encourager quand tu étais là-bas, justement, si c'est ouvert au public, tu as eu du soutien, j'imagine, de plein de monde. Qui est venu Ouais, ouais. jusque là-bas? Déjà, il y avait ma copine depuis depuis le début du concours. Donc, ça, c'était un gros soutien pour moi. Et puis, Hmm. sinon, il y avait, pour la finale, j'avais mon agent, il y avait un ami, deux, trois amis qui sont venus carrément jusqu'à Moscou, qui ont pris leur billet Ah, pour venir me soutenir. Et ouais, non, c'était trop bien. Et puis, il y avait du coup aussi ma prof qui est Rena, avec sa famille aussi, qui était là pour faire vraiment la coach, quoi, bien. jusqu'au bout, pour me dire non, là, tu vas arrêter, tu vas te reposer et tout. Et puis, là, non, 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 on va se voir à telle heure et tout. Elle sait très, très bien gérer ça. Et Super. on a l'impression qu'on est dans des bonnes mains, quoi. D'accord. Et à la fin, là, au final, pour la finale, vous êtes comment ça se passe? Vous êtes combien à vous départager? J'imagine ça réduit au fur et à mesure. Ouais, exactement. Bah là, normalement, on est 6. Là, ils ont fait une exception, on était 7. D'accord. Mais ouais, on est un peu nombreux et en fait, voilà, on a tous. Du coup, on n'est que 2 par soirée parce qu'on joue C'est beaucoup. ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, on joue en général un peu plus d'1 heure chacun. Donc, c'est pour le public, pour le jury, Non, pour tout le 7 heures, monde. non. Voilà. C'est ça, ouais, Non, on ouais. aime, hein, mais 7 heures, c'est long, quoi. Ouais, ouais. Hmm. Non, mais c'est clair, même pour le jury qui ont l'habitude, Non. je sais que c'est un peu un enfer pour eux quand ils passent du matin au soir à entendre surtout les mêmes pièces ou les mêmes trucs comme ça. Ouais, mais c'est bien C'est un joué. bel enfer quand même. Voilà, Hein. voilà. Tu vois, on parlait de pression. Et Elle de y est, rigueur. elle peut-être, non, mais peut-être la pression, elle monte en même temps que la pyramide. Voilà. Mais il y a quand même quelque chose qu'on voit, qui saute aux yeux quand on te regarde jouer. Alors, c'est cette décontraction. Je sais qu'on t'en parle, mais c'est vraiment, ça a l'air très, très décontracté, très concentré, très décontracté. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est qu'une impression, Une une façade. façade, ou Bien sûr. comment toi tu te sens sur scène en fait, parce que tu es seul face à ton bel instrument, voilà, T'es seul, juste. tu es seul. C'est tout. Il n'y a plus personne. Bah, en fait, c'est vrai que pendant les concerts, je sais que j'ai cette, on va dire, décontraction qui est assez naturelle chez moi pour l'instrument. Je sais que j'arrive surtout, en fait, dans les bons moments, arriver à presque un peu oublier ce que je fais, ce que je fais là, en fait. D'accord. Pour arriver, ouais, j'ai l'impression que si on arrive euh, sur scène et qu'on arrive à s'asseoir et directement avoir le son qu'on a envie d'avoir dans ses oreilles, ça permet pas mal d'éviter presque tout le questionnement et tout ce qui fait pas trop plaisir, où la tête, une fois qu'elle se lance, elle se pose un milliard de questions en fait, et puis attends, Ouais. est-ce que je vais bosser ça? Merde, il y a quoi qui vient après? C'est un peu notre pire ennemi en fait, notre tête, Faut, souvent. Donc, faut poser le cerveau, quoi.
à côté, loin. Ouais, je sais du coup que quand j'y arrive, et bah d'ailleurs en fait quand tu parlais de pyramide, moi ça fait presque l'effet inverse, c'est-à-dire que le premier tour c'était là où je me sentais on va dire le moins à l'aise, le moins reposé, j'avais vraiment une sorte de trac de bon bah j'arrive, c'est la première fois que je arrive dans cette salle. En plus le premier tour c'est le tour où on a le moins de liberté dans le choix de programme, c'est vraiment un peu le tour éliminatoire où on a des études à jouer, c'est un peu plus cadré. Donc vraiment, j'avoue que là, je sentais quand même une pression que j'avais pas ressentie depuis longtemps. Et en fait, plus ensuite ça avançait, mieux au contraire je me sentais et j'appréciais le lieu, j'appréciais le public parce que le public il est derrière, il est en effervescence aussi, il a envie de voir un beau moment se passer. Et donc au contraire, je sais que pour la finale, par exemple, à la fois aussi le fait de se retrouver pas tout seul sur scène, je pense que c'était un gros moment de libération en fait où je pouvais vraiment tout lâcher et au contraire. Surtout pour un moment aussi important pour moi, ça aurait été presque avec un gros regret si j'avais, on va dire, je m'étais trop concentré d'une certaine manière ou trop focalisé sur la performance ou avoir c'est pas trop le l'envie yoga, quoi. C'est pas forcément le yoga, en fait. C'est pas forcément quoi? Le yoga qui te fait. Non. En général, on fonctionne plus au stress et à l'adrénaline, en fait. C'est Ok. autre chose, en fait. En tout cas, tu as l'air très à l'aise, ça c'est sûr. On va regarder du coup deux extraits Oui. de la vidéo, d'une des vidéos en tout cas qui est sur internet du concours qu'on a trouvé sympa. Hop. Voilà, donc bon, désolé, on coupe et on saute. Voilà, on voulait montrer vraiment Il y a trop de choses sinon. ces deux extraits. C'est vraiment très, très émouvant et on n'a pas l'impression qu'on est à un concours, franchement. Et quand même, quand on regarde bien, Ouais. tu as l'air vraiment à l'aise. Tu souris pas un moment. Est-ce que toi, tu ressens que ça le fait, quoi?
Juste au début de la vidéo, on voit un petit sourire en coin. Ça a l'air très. Ça, tu le sens, toi, sur le moment que. Disons que surtout en plus, là, après ce concerto-là, je venais de jouer l'autre concerto, celui de Tchaïkovski, là. C'est-à-dire que moi, en général, c'est la première fois que ça m'est arrivé de jouer 2 concertos dans la même soirée. En général, il y en a un et ensuite on est en vacances. Et là, pour la première fois, on le joue, on a les applaudissements, on sort et ensuite on nous fait re-rentrer pour 45 minutes de musique. Et en vrai, c'était un moment assez incroyable pour moi parce qu'après toute l'excitation du concerto de Tchaïkovski, qui lui est super explosif, et on a entendu, c'était un extrait de ça au tout début, j'avais l'impression vraiment que j'avais tout donné. Du coup, quand je suis retourné pour le Brahms, il restait plus que, on va dire, une sorte d'envie de jouer. Il y avait vraiment plus quoi que ce soit comme pression qu'il pourrait y avoir quand on arrive au début, en fait. Et donc, au contraire, c'était un peu magique pour moi parce que c'était à la fois mon concerto préféré et c'était voilà dans cette salle et ce concerto, il est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus profond. On a besoin même physiquement, en fait, on va dire d'aller très en profondeur dans le clavier, de jamais être dur. Et du coup, la tension qu'on peut avoir en général, très vite, ça nous bloque, ça nous fait monter. Et en fait, on n'a pas un sens de son chaud. Et donc, le fait d'avoir joué avant. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ah, oui, d'être un peu. Ouais, totalement essoufflé, en fait. C'était. En tout cas, ça s'entend, c'est très beau et très émouvant. Tu connaissais les membres du jury? Tu sais qui avait. Oui, en fait, ils sont tous affichés, ce sont tous des pianistes connus. Du coup, alors, je ne connaissais pas personnellement, sauf il y avait Michel Berov qui est prof au CNSM à Paris, mais moi, je l'avais rencontré 1 ou 2 fois seulement. Et donc, oui, on savait qu'ils étaient là, puis de temps en temps, on en voyait passer dans les cours et c'était là. Dans la rue. Oh, attention, il est là. Ouais, exactement. Ouais. Et mais en fait, c'est un peu dommage. En fait, on n'a pas vraiment eu de temps pour parler avec eux, même après. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur scène, il y a eu les moments des résultats, et puis ils sont repartis de leur côté. Et nous, on est repartis d'une autre, en fait. Voilà. Donc, bon, on n'a pas pu trop échanger. Il n'y a qu'avec Matsuev, qui est le président du jury, qui lui, il est resté. Et puis, j'ai pu aller le voir ensuite dans plusieurs festivals, et donc j'ai pu le voir un peu plus après. Mais non, au contraire, c'est très fait pour qu'on puisse pas avoir trop d'accès au jury pendant le concours. On a une petite surprise, rapide et efficace. On la regarde. J'espère que ça va te faire sourire. Et puis on en parle après. Voilà, voilà, on voulait s'arrêter là. Bon, j'espère que ça t'a fait sourire. Bon, voilà, on va maintenant quand même expliquer pourquoi on avait mis Tom et Jerry juste voilà après le concours Tchaïkovski. Donc, voilà, est-ce que tu peux nous dire explique-nous parce qu'on l'a pas mis par hasard. Ah ouais, mais en plus, ça fait des années que j'avais pas vu cette vidéo, et puis j'avais oublié même qu'il faisait du jazz à ce moment-là, qu'il partait en vrille. Mais en fait, c'était peut-être mon premier souvenir marquant musical. On avait alors une compilation de Tom et Jerry, on avait un DVD où il y avait genre 10 sketchs à la suite. Et puis je sais pas, moi en général, j'avais peu de DVD, mais je les regardais en boucle. Et je me souviens, je regardais en boucle ce DVD-là. Il y avait un des sketchs, c'était celui-là, la Rhapsodie de Liszt, en fait, où Tom, il arrive super bien sapé, prêt pour le concert, et il y a Jerry qui sabote tout en fait à l'intérieur du piano. Et c'était un de mes premiers souvenirs, parce que je sais qu'en plus
je commençais à faire un peu de piano. Et du coup, mon père, en voyant que j'adorais ça, il avait fait la première page, il avait réussi à me la transcrire pour mes petites mains, en fait, pour que je puisse le jouer. Donc, c'était, je pense, après la première chose que j'ai présentée à un professeur de musique au conservatoire, genre un an plus tard. Non, c'est vrai. Attention, tu vas jouer quoi? Genre Rhapsody Beast, voilà, et tout. Et C'est tout. Ouais, c'est ça, elle n'a pas compris, en fait. ton doigt, il fait ça pareil? Tu as besoin d'avoir un doigt qui se rallonge ou ça se joue parce que Ça, faut pas trop le dire. En général, les caméras, ils font un trucage, faut pas le voir, d'accord, en fait. Ok. il me semble bien aussi. Ça restera caché entre nous. D'accord. Et alors, donc tu as été destiné à être pianiste professionnel dès que des petits, ou alors c'est venu comme ça un jour, ça a fait tilt, lumière et puis c'est parti quoi. Là, c'était présent, mais on va dire très loin, le lointain en fait. Je sais que c'était pas du tout une vocation en tant que métier. Pendant longtemps, j'avais fait mes études normales. J'étais plutôt branché sur les sciences. Je sais que l'astronomie me parlait beaucoup. J'avoue que je savais vraiment pas. Et en fait, disons que la musique, petit à petit, s'est un peu rapprochée de mon champ de vision. Pendant mes années. C'est-à-dire, j'en ai toujours fait du piano depuis que je suis tout petit, mais je le prenais très peu sérieusement. Je voyais ça comme une activité à côté. Et puis, je partageais pas non plus ça énormément avec mes amis qui étaient pas du tout musiciens. Et finalement, ensuite, en faisant plus de piano, je suis allé voir un professeur à la Scola, quand même. Je sais que ça, c'était, on va dire, la première fois qu'on m'a parlé peut-être d'en faire sérieusement. Il s'appelait Igor Lasko et c'est peut-être lui qui a formé, on va dire, une bonne partie de la solidité au piano. Comme tu as parlé de décontraction, mais ouais, moi j'étais une sorte de limace au piano. En général, là, j'avais des doigts et j'avais des facilités, mais il y avait rien de solide, quoi. Et Un peu comme Tom, quoi. Clairement, il est très. C'était ça. Et donc, Faire. il m'a beaucoup apporté. Et puis, du coup, c'était le premier à me dire, mais en fait, est-ce que tu veux y penser genre, sérieusement? Et si tu penses sérieusement, à ce moment-là, finis de s'amuser, quoi. En fait, il faut en faire un peu plus. Parce que j'aimais beaucoup jouer et déchiffrer et lire parce que ça allait assez vite. Mais je n'avais aucune patience et aucune, je sais pas, force mentale pour aller plus loin dans les pièces. En fait, D'accord. c'était. Donc, c'est ça. Donc, toi, tu as commencé, je sais pas, dès que tu as pu. À la maison, il y avait un piano, j'imagine. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, voilà, depuis toujours, en fait, tu joues. Ouais, c'est ça. Depuis T'amuses, toujours, en fait. je jouais. Et puis, même si j'en faisais au conservatoire, c'est-à-dire, voilà, je bossais mes pièges, j'avançais, mais c'était toujours pour moi le plaisir immédiat qui comptait. C'est Et, ça. Tu et donc, t'amusais. ouais, je m'amusais. Et donc, quand même, petit à petit, même si j'étais toujours pas à fond, on va dire, pour en faire mon métier, je sais que j'en donnais un peu plus. Et puis, mon prof, il me disait, bon, quand même, ça vaut le coup de T'as au avancé, t'as moins avancé. augmenter donc, la dose de travail par jour. Donc, je suis allé ensuite, pour faciliter ça, au lycée Racine, c'est à Paris. C'est Oui. un lycée à horaire aménagé pour musiciens ou Oui, donc danseurs. quand même. Mais là, à ce moment-là, tu avais déjà décidé, parce qu'à quand un moment, parce qu'à un moment, il faut accélérer, j'imagine, si on veut en faire son Ouais. métier. Donc, comment ça se passe? C'est quoi? Tu étais adolescent et un jour, tu te dis, je veux en faire mon métier et je vais y mettre l'énergie, la volonté et je vais durcir un peu Finir mes morceaux. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça parce que alors ça s'est fait vraiment plus vers la fin du lycée, je dirais. Le lycée, c'était vraiment la période de transition où, comme c'était un lycée avec que des musiciens, ou, danseurs, en fait, on avait pour la première fois une possibilité de partager, même si on en a tous fait à différents niveaux et il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu en faire ensuite professionnellement, mais on avait tous cette base et ça faisait qu'on pouvait jouer ensemble, on avait des projets de lycée, on pouvait juste passer une après-midi et puis on pouvait sortir une partition et déchiffrer. Et ça, c'était aussi le fait de jouer avec des gens, c'est une grande partie de ce qui me plaît aujourd'hui dans la musique. Donc j'ai pu le découvrir et c'était très grisant. Et puis j'ai découvert les premiers concerts, un peu plus l'adrénaline, donc de rentrer, de voir un peu, on va dire, le concret de ce métier, c'était beaucoup plus révélateur que simplement de me parler, de m'expliquer et de me dire oui, peut-être il faut en faire un peu plus. Donc là, en voyant ça, ça m'a plu. Et donc vraiment, tout au long du lycée, petit à petit, ça a basculé vers le moment où
après justement en terminale le bac, en fait, j'avais présenté le concours au CNSM, mais D'accord. voilà, Tu avais je me suis décidé. dit, Avais à ce décidé. moment-là, c'était un peu le moment où j'ai pris une décision, et je me suis dit, bah, non, ça va être la musique. Et puis à ce moment-là, j'ai en fait eu un sorte de boost de mon côté parce que j'avais au final peu de culture, même si mes parents sont musiciens et j'avais inconsciemment entendu de la musique depuis toujours, mais j'avais pas on va dire un vrai investissement, une vraie plongée. Il y avait plein de choses que je connaissais pas, que ce soit la culture, de l'analyse, euh, et donc j'en ai vraiment bouffé en fait pendant toutes mes années de conservatoire où j'ai rattrapé un peu ce retard du mieux que je pouvais. Et c'était vraiment une nouvelle vie où il y avait plus que de la musique. Et donc c'est vraiment là, dans ces moments-là, où j'ai eu le plus l'impression d'une immersion. Et donc à partir de là, j'ai fait que aller, on va dire, plus loin. Et aujourd'hui, j'ai toujours encore l'impression d'avoir plus envie ou d'être plus encore engouffré dans ce monde-là qu'avant. En fait. Oui, c'est comme une initiation, hein, voilà, tu es petit à petit, mais voilà, ça a été long, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'essais Ouais, où on ouais, est ouais. très très jeune, on voit des tout petits minots, voilà, qui sont dans le. Toi, voilà, ça s'est fait à ton rythme, Crescendo. et voilà, ça c'est. Et C'est alors, bien. vas-y, termine. Non, mais justement, quand tu rebondissais, en fait, je sais que souvent, en plus, c'était quelque chose où on se pose pas mal de questions sur la façon dont on enseigne et dont on éduque. Et on peut se dire, par exemple, bah ouais, hein, est-ce qu'il y a une forme de regret de ne pas avoir peut-être bossé plus jeune parce que c'est clair qu'il y a je pense, bah là, au concours, j'ai pu voir un peu la culture en Russie, de voir aussi, je sais qu'en Asie, on a beaucoup ce truc de si on voit un talent jeune, en fait, on va dire, on crée un chemin tracé vraiment assez rapidement. Et bah ça, son très bon côté, ça, ses faiblesses aussi. Et je sais qu'en France, on a beaucoup plus un côté où on laisse traîner, on laisse beaucoup plus de temps en général aux gens de se décider. Et bon, bah, ça son pour et son contre. Mais je sais que dans mon cas, vu comment j'étais flemmard quand j'étais petit, ça serait pas du tout passé en C'est fait. fini maintenant. Ouais. C'est fini. Ouais, là maintenant c'est fini. Bah, Enfin, je me bats un peu tous les jours contre ça, Bon, mais d'accord. donc tu gagnes quand même ce concours. Ensuite, il me semble que c'est juste en suivant, tu gagnes les victoires de la musique classique 2 fois. Donc en meilleur soliste et meilleur enregistrement pour disque. Donc c'est les trois concertos de Saint-Saëns, c'est ça? Et ouais. ouais, c'est ça. Et donc maintenant, donc on comprend bien que tu n'es plus flemmard, même si tu le dis comme ça. Mais comment tu le gères ça? Comment tu gères l'accélération un peu de ta carrière? Est-ce que tu arrives à garder les pieds sur terre? Ou alors tu es à 1000 km au-dessus de la mer? Comment ça se passe pour toi dans ta tête, pour les gens autour? Disons vraiment, il y a eu l'après-concours qui était ouais, explosif. Et ça, genre même en essayant de m'y préparer, en me rendant compte un peu mieux de ce que ça allait être, j'avoue que j'aurais pas pu de toute façon me préparer à ça parce que j'étais encore en plein, encore comme tu dis, ouais, très, très au-dessus de la stratosphère après le concours. Et j'ai vraiment pas eu le temps de redescendre pendant longtemps parce que il n'y a pas eu ce moment de relâchement pendant un bout de temps. J'ai direct enchaîné les concerts après ce concours sans même rentrer chez moi. J'ai ensuite J'imagine. eu oui, énormément de propositions d'un coup. On a soudain plein d'opportunités et du coup, de passer de simplement avoir un gros contrôle sur nos planning, de savoir ce qu'on fait à l'avance. Là, tout était jeté à la poubelle. Il fallait tout recommencer un peu d'un coup et savoir quoi faire, quoi dire non, savoir prendre des bonnes décisions. C'était pas évident. Réfléchir longtemps en avance. Donc pendant cette année-là, j'avoue que j'avais l'impression un peu de courir derrière d'une certaine manière. Même si c'était grisant, c'est parce qu'il y avait, il y J'imagine. avait une adrénaline incroyable. Le fait d'arriver sur scène et d'enchaîner autant de concerts et puis d'arriver presque avec peu de répétitions, pas du tout aussi près, avec autant de temps qu'on a l'habitude de faire, ça crée comme souvent une sorte d'énergie de concert qui est absolument incroyable. Et donc, j'ai quand même vraiment beaucoup apprécié ça. Mais j'avoue qu'en même temps, derrière, j'avais l'impression de un peu être dépassé par les événements.
Et donc, bah voilà, là maintenant, on a eu 2 mois d'arrêt, même si c'était pas vraiment pour des bonnes raisons. Au final, je sais que ça m'a fait quand même un peu de bien, malgré tout, de souffler, de savoir, Ouais. on va dire, un peu plus de voir un peu plus loin, de savoir un peu mieux ce que j'aurais envie en général dans la vie Oui, et de voir mieux, ouais, de voir mieux les choses. C'était d'accord. quand même bénéfique. Super. Mais j'ai quand même juste une question par rapport aux victoires de la musique. Comment ça s'est fait l'enchaînement entre l'enregistrement, la décision? Est-ce que c'est toi qui as voulu enregistrer? Est-ce que ça s'est fait après le concours ou parce que ça s'est vraiment enchaîné en fait? Donc, Ouais, comment est le timing, ça a été quoi du coup pour toi? bah, en fait, les disques, j'ai eu la chance de pouvoir en faire moi depuis assez jeune. Le premier disque que j'ai fait, c'était grâce à mon père parce que c'était le moment où il pensait vouloir arrêter le violon. Euh, et, euh, et ben voilà, moi je commençais à faire du piano sérieusement. Je venais d'arriver au CNSM et puis je me suis dit, on s'est dit tous les deux, ce serait l'occasion de marquer un peu le coup et d'avoir au moins une vraie trace un peu de musique ensemble. Donc on avait fait ça et puis ensuite, comme mon père aussi dirige, on avait l'envie aussi de faire un concerto ensemble et c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans ma compagnie de disques en fait où je suis toujours. C'est un label, il s'appelle BIS, ils sont Mhm. suédois et du coup ils m'ont très rapidement donné une grande liberté. Donc en fait, parallèlement au concours, on avait ce projet d'enregistrer les concertos de Saint-Saëns. Et d'ailleurs, c'est un truc qui continue encore parce qu'on va faire toute l'intégrale. Parce que je sais pas, on a toujours bien aimé cette musique. C'est un compositeur qui est très sous-estimé, pourtant il est français C'est et vrai. même en France on considère un peu comme un compositeur de salon un peu populaire, mais pas très profond et pas très. Monotone. Ouais, il y a un peu de ça en fait. On retient le carnaval des animaux et on se dit bon bah voilà, Magnifique. Ouais. et donc en fait disons que cette musique en fait je l'aime beaucoup et surtout les concertos ils sont une variété incroyable donc j'avais envie de faire ça et il se trouve que bah, après le concours en fait on avait le disque alors je sais plus je pense qu'il est sorti même avant le concours D'accord. il me semble. Il se trouve, je pense que bien sûr le concours Il a y a aussi eu beaucoup un fait regard, bien sûr. Mhm. voilà, à ça et au fait que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont suivi ce disque et puis Mhm. aussi même les victoires certainement qui sont venues aussi de là en conséquence. Mais donc ouais, c'est eu peu un bon timing là, sur ce D'accord. coup-là. Super. Tu nous disais que tu avais après enchaîné les concerts. En tant que nous, techniciens piano, évidemment, ça nous intéresse d'avoir ton point de vue sur en tant qu'artiste, comment tu gères le fait de faire des salles et des salles, de tomber sur des pianos différents. Est-ce que toi, tu as une appréhension? Est-ce que tu sais qu'il y a des endroits, ça va être un peu plus compliqué? Comment toi, tu gères le fait d'avoir des instruments différents à chaque fois, ce qui n'est pas rien quand même? Parce que tu es tout seul, mais tu es en binôme finalement, un petit peu En quand fait, même. ouais, clairement. Et d'ailleurs, on est en binôme majoritairement pour l'instrument, mais aussi on a tous ceux qui nous font l'ambiance, qui nous font la lumière. Il y a une grosse équipe en fait derrière chaque concert en général. Et Mhm. c'est vrai que même si ensuite on se retrouve tout seul, il y a tout l'envers du décor. Et c'est vrai qu'alors les pianos, en fait, ce qui me faisait surtout plus peur en général avant, c'était l'acoustique, plus que le piano lui-même. Disons que je trouve que même un piano, le même piano dans deux acoustiques différentes, j'arriverais même pas à le reconnaître tellement pour moi, j'ai C'est vrai. l'impression que ça change vraiment toute notre projection, toute notre manière de lier les notes, la pédale, etc. Ça faisait beaucoup de choses. Le fait qu'on change beaucoup de piano, je trouve que même quelque part, c'est une de nos grandes forces en fait par rapport à beaucoup d'autres instruments. Genre, bien sûr, dans l'immédiat, on peut être les premiers à râler parce que on n'a pas notre instrument majoritairement, à part certains grands pianistes qui se le permettent. Mais euh, donc on est toujours en train de se plaindre avec tous les amis qui ont leur instrument depuis longtemps et nous c'est un peu la roulette russe pour Mhm. sur quoi on va nous présenter ce soir. Mais c'est en même temps grâce à ça on peut souvent ouvrir beaucoup de possibilités. C'est-à-dire que un piano, j'ai l'impression qu'il quelque part nous pousse vers quelque chose. Il nous pousse à le jouer d'une certaine manière. D'accord. Et cette manière-là est pas toujours celle on a travaillé pendant longtemps et celle qu'on s'imagine. Du coup, quand on arrive dessus, on a
on a véritablement, je pense, pour moi, on va dire une surprise qui, même positive ou pas, va nous faire changer en fait sur le moment. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive un peu à tromper même la routine de jouer une pièce, la même pièce à 5 concerts à la suite. Grâce aux pianos différents, on voit une nouvelle possibilité, on a différentes idées qui viennent juste parce qu'on ne peut pas reproduire toujours parfaitement ce qu'on a en tête de base. Pour toi, c'est un plus. Alors, donc tu arrives, tu joues. Ouais, moi je le vois comme un plus. Voilà. Ouais, je le vois comme un plus parce que je trouve que c'est ce qui nous permet d'avoir le plus de variété. Du coup, on a un son différent et grâce à ça, on peut avoir que plus de choses et donc plus de choses à dire au final. Et alors maintenant, par rapport en plus justement aux techniciens de piano, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai depuis pas longtemps du coup, mais je commence à un peu plus m'intéresser et rien que comme on en parlait un jour, rien que de savoir communiquer en fait, on a souvent des gros problèmes de communication et on vous laisse souvent faire la traduction. C'est vrai. Et donc, ouais, je sais qu'on est peut-être un des seuls instruments où on a vraiment le moins de connaissances sur notre instrument parce que c'est vous qui faites cette part-là du métier. Et donc, en même temps, à la fois, il y a le bon côté de se laisser juste porter par ce qu'on a et d'oublier. Et en même temps, c'est vrai que je pense de plus en plus le fait de au moins se rendre compte de ce qui se passe et d'avoir on va dire une meilleure connaissance purement mécanique et de se rendre compte de ce que nos pensées de couleurs et de sons sont concrètes et sont liées à quelque chose. Je pense que ça peut nous permettre vraiment d'aller plus loin, surtout en récital où on est tout seul et donc encore plus, on a souvent des envies d'aller loin en fait dans certaines nuances, dans certains jeux et ça, si on n'a pas les moyens de le dire, ça devient assez compliqué pour nous d'arriver. Tu es quand même conscient de ça et qu'il va falloir qu'on développe aussi qu'on s'entende mécaniquement, on va dire, savoir comment fonctionne le piano, savoir ce que tu peux. Non, mais c'est important, savoir ce que toi tu peux demander au technicien, ce que le piano est capable de faire et de changer pour s'adapter à toi, parce que le piano doit aussi s'adapter à ton jeu. C'est le technicien doit l'adapter aussi. Et donc, c'est vrai que de connaître, je pense, la mécanique, comment ça fonctionne, tu le demandes et le technicien peut faire ça. Et c'est beaucoup plus rapide, efficace et c'est clair en plus parce que ça permet d'avoir un vrai contact et puis de sentir qu'on on bosse vraiment ensemble sur quelque chose et on n'est pas juste chacun dans notre coin à s'occuper de la musique et l'autre de s'occuper en fait du piano. Ouais. Pétition pour communiquer entre nous. Maintenant, si tu veux bien, on va parler donc du plus grand orchestrateur de tous les temps. Voilà, de Brahms. Et donc, pour l'introduire, on va écouter donc un extrait d'un enregistrement récent, puisqu'il a été réalisé et enregistré donc sans public. Donc, on va la mettre et puis on en parle après.
voit aussi que c'est plus récent grâce à la coupe de cheveux, en fait. La bonne Alors, coupe Très beau. de confinement où il n'y avait pas de quoi faire, en fait. et cette expérience sans public, alors, comment ça s'est passé? C'est assez spécial. J'avais fait, juste avant ce concert, on avait fait un trio sans public aussi, avec des amis, mais là, disons que c'est plus facile de juste oublier ça. On est en plein après-midi, on a l'impression d'arriver et de se faire un petit moment de partage musical. Mais là, c'est vrai que tout seul, sur scène, dans une grande salle de concert où il y a vraiment personne, et de sentir que, c'est maintenant en fait qu'on doit jouer, on doit avoir quelque chose d'un peu d'artificiel qu'on a naturellement avec l'adrénaline où pendant toute la journée, on est toute la journée un sorte de tunnel qui va vers le concert et donc on a au moment de rentrer sur scène une sorte de une vraie attente qu'on avait depuis pas mal d'heures, alors que là d'arriver à retrouver ça sans avoir quoi que ce soit pour nous aider, c'est vrai que c'est un peu plus dur. Euh, mais, euh, mais non, je trouve que au final, au bout d'un moment, on arrive quand même, c'est question de son, on rentre à nouveau dans les harmonies, puis c'est aussi avec une musique qui me plaît énormément. Donc je trouve que c'est plus simple on va dire, de se plonger un peu dans ses pensées, en fait, et ensuite on oublie assez rapidement le fait qu'il y ait public ou pas à côté. Mmh. Et alors, donc, on sait que tu as donc une relation un peu particulière avec Brahms. Est-ce que ta vocation est passée du coup par le désir de jouer ses œuvres ou pas du tout? Ou pas Euh, forcément, plutôt. C'est vraiment, je pense pas tant que ça en fait. Je pense disons, je m'étais jamais trop non plus penché sur des compositeurs assez pour me faire une vraie idée, une vraie opinion. J'avais pas assez peut-être de culture de juste écouter en fait. C'est venu plus tard. Je sais que par exemple, il y avait des œuvres de Brahms qui me parlaient depuis très longtemps, genre le concerto là qu'on avait entendu, c'était depuis très longtemps une des œuvres qui m'ont immédiatement marqué, je me souviens, et qui sont restées très longtemps avec moi. Mais Brahms en général, c'est vrai que c'est venu assez naturellement, c'est venu parce que il est très très complet comme compositeur, c'est-à-dire qu'on a vraiment, que ce soit en musique de chambre ou que ce soit avec les concertos, les symphonies, ou que ce soit tout seul avec ses pièces, ses intermezzos, ses ballades et ses sonates. En fait, il y a vraiment tous les genres et petit à petit, que ce soit juste déchiffrer au CNSM avec des amis, que ce soit juste regarder dans mon coin. En fait, c'est-à-dire que c'est vraiment venu de plein d'angles différents et à chaque fois, j'ai trouvé que c'était une musique qui me touchait. Je savais pas, j'avais pas trop de mots à mettre dessus, c'est juste que ça me plaisait. Et là, je vois un peu plus, on va dire, à force d'écouter de la musique et de me faire une sorte de toile avec tous les compositeurs, il y a vraiment ce bon équilibre où il garde une sorte de telle rigueur intellectuelle qui est plutôt d'une période un peu plus ancienne, période classique, où véritablement, voilà, on peut passer des heures sur la partition à Oui, kiffer le fait de voir quelques petits motifs. Ouais, tu voulais dire un truc? non, non, c'est ça que je me demandais, c'est tu as pas une approche juste émotionnelle, c'est-à-dire tu vas passer du temps, toi tu aimes bien aussi, c'est peut-être ton esprit scientifique, à travailler la structure, l'harmonie. Comment dénouer cette musique de manière intellectuelle quelque part. Décrypte. Voilà, décryptage, c'est quand même peut-être un premier travail que tu fais. Ça, toi, tu as été initié du coup, et tu as les outils pour le faire, et tu aimes bien faire ça en fait. Ouais, j'aime énormément faire ça parce que alors c'est très spécial parce que alors on a un langage qui a ses règles et qui a ses codes. Les compositeurs avaient un vrai langage, un vrai matériel et donc tous les compositeurs se sont un peu piqués des thèmes, des motifs et il y a une symbolique un peu particulière autour de ça et en même temps on a des outils très concrets quand même et on a en même temps une énorme subjectivité où on n'a pas de compositeurs souvent là actuellement en fait pour en parler. Et tiens, ouais. En fait, ouais, c'est vrai que nos compositeurs, ils sont pas là depuis un bon bout de temps en fait. C'est vrai. On a rarement
on a heureusement quand même des compositeurs actuels et on a de la musique contemporaine qu'on joue, mais c'est vrai que le répertoire de base de la musique classique, c'est de la musique qui remonte souvent de Bach et qui s'arrête, on va dire, à 1950 en général. Et dans cette zone-là, on a un lien direct qui est la partition et qui est souvent en plus un vrai lien. Alors, c'est le lien le plus fort qu'on a, mais c'est un moment dans la vie d'un compositeur. C'est un compositeur qui a écrit, c'est pas la musique en elle-même, c'est juste une sorte de texte pour nous expliquer comment jouer ce qu'il a en tête. Donc, c'est une sorte de manière un peu de traduire, une traduction de sa tête, en fait, pour nous. Et donc, c'est avec des moyens imparfaits. On a du solfège, on a des choses rythmées. Et en plus, surtout, plus on remonte, moins les compositeurs écrivaient, comme aujourd'hui, énormément d'indications pour qu'on interprète leur pièce. Donc, ça vient avec une sorte de travail un peu d'archéologue, de remonter dans le temps, en fait, d'apprendre un peu à la fois pas que sur la musique, sur l'art en général, l'histoire, d'essayer de comprendre un peu la tradition, d'essayer de voir exactement, et de voir aussi une sorte de relations, est-ce que des significations entre différents compositeurs, si on connaît beaucoup d'œuvres d'un compositeur, on se fait une meilleure idée. Et donc c'est un peu un ensemble de choses qui vont nous parler et vont peut-être nous rapprocher mieux des aiguilles dans une sorte de vérité qui est en même temps subjective, parce qu'au final, c'est quand même nous qui les interprétons et on ne peut pas s'empêcher de mettre une grande part de nous-mêmes là-dedans. C'est ce qu'on aime, de toute manière, c'est heureusement, d'accord. Et toi, tu as l'impression de rencontrer Brahms quelque part, ou de la personne, ou ça reste vraiment de la musique, parce que c'est quand même une personne qui a écrit de la musique, tu la joues, tu la fais vivre. Est-ce que toi, j'imagine plus tu étudies Brahms, plus tu l'aimes, est-ce que tu as l'impression de rentrer, d'avoir une affinité amicale, en fait? C'est marrant parce que… D'ailleurs. C'est très marrant parce que j'arrive pas du tout à avoir en fait une vraie image de. En fait, j'ai une image particulière, mais qui se forme par rapport à leur musique. Et souvent, quand je lis leur vie, je suis souvent très choqué ou déçu, un peu de savoir qui ils sont et comment ils sont humains évidemment, et donc et souvent en plus ils sont pas les plus sains d'esprit et les plus agréables forcément à vivre. Et donc en fait, je pense que avoir une image aussi de eux en tant que personne, c'est peut-être un peu pas forcément une bonne chose quand il s'agit de jouer leur musique. Tu dissocies l'homme de son œuvre. Quelque part, en fait, parce que je trouve que j'arrive mieux à me faire une idée de la musique en créant une sorte de telle personne imaginaire grâce à leur musique, mais pas grâce à leur vie. En fait, j'ai l'impression qu'il y a souvent beaucoup de paradoxes entre la vie d'un compositeur et ce qu'il écrit. En même temps, il y a plein d'exemples de ça où on a du mal à se rendre compte. En fait, on sait que par exemple, il y a un compositeur qui était dans la pire période de sa vie, il écrit une musique insouciante. Il y a souvent, il y a pas vraiment, alors même si bien sûr, il y en a quand même, et plus on avançait dans l'époque à partir du romantisme, plus il y avait une côté où on mettait ses émotions dans sa musique. Et donc, c'est quand même intéressant de savoir, mais en général, voilà, je trouve que j'arrive pas, même avec des photos, en fait, souvent pour les compositeurs, on a des reproductions, on a des sortes de gravures ou de photos, et j'arrive absolument pas à me garder ça en tête. En fait, je vois pas du tout. Donc tu restes avec ton fantasme de la personne, et tu restes avec sa musique, en fait. Voilà. Ouais, voilà. Je préfère en fait. Bon, en tout cas, tu adores Brahms, et du coup, on va parler de ton projet. Tu nous as parlé, tu as un projet une trilogie de Brahms. Donc, comment il va se développer dans les mois ou les années, ce projet est-ce que c'est déjà calé? Ça fait très Seigneur des Anneaux trilogie, mais ouais, alors c'est un projet qui m'a bien plu parce que Brahms, quand il était jeune, c'est marrant, c'était peut-être le moment où il était le plus fou, on va dire que petit à petit, on a tendance à l'associer avec un côté un peu pesant, mature, très digne, pas très dans la retenue.
et pas avec une grande maîtrise, mais on le voit pas comme quelqu'un du tout de avant-gardiste, de fou et d'ambitieux et de dramatique. Et c'est vrai que quand il était jeune, il a fait des œuvres pour piano. Il a fait 3 sonates qui sont mais totalement expérimentales, très folles, où justement on a des moments où on a l'impression qu'il a 50 ans d'avance sur son époque. Et elles me plaisent beaucoup. Elles ont toutes un peu un caractère et une identité. Et plutôt que de les jouer simplement les 3 à la suite, j'avais envie de faire un programme autour de chacune de ces sonates. C'est quelque chose qui leur corresponde bien ou qui soit apparenté peut-être à un thème. Par exemple, il y avait le premier là que j'ai fait, c'était sur la deuxième sonate. Il a déjà été enregistré, le premier disque, et c'est basé autour d'une idée de rhapsodie, c'est-à-dire d'une forme très libre et un côté hongrois aussi, parce que même s'il il a puisé pas mal là-dedans, dans cette sonate. Et donc, bah, voilà, j'avais envie de faire ça. Je trouve qu'en plus, c'est plus facile aussi, je trouve, d'avoir on va dire un lien émotionnel, parce que je trouve qu'il est beaucoup plus facile à lire émotionnellement quand il est jeune, parce qu'il est beaucoup plus expansif, c'est beaucoup plus, on va dire, naturel à se sentir dedans, alors que plus tard, il a vraiment son côté, genre, je sais pas, je pleure, mais je me retiens et tout est intérieur, et donc c'est plus dur à déchiffrer. D'accord. Et je comprends. Et du coup, dans tes années d'apprentissage, donc tu as travaillé peut-être le piano seul, le récital, le concerto c'est peut-être venu avec. Et je sais que tu as une autre corde à ton arc qui est la musique en quatuor, musique. Donc, est-ce que ça s'est fait en même temps ou c'est venu après? Tu peux nous en dire plus sur ça? Ben, en fait, la musique de chambre, même plus que quatuor, c'était vraiment l'idée de partager de la musique. Et c'est quelque chose Ouais. qu'en fait, en piano, on n'a pas souvent, on va dire, un rapport immédiat à ça, parce qu'on n'a pas l'orchestre. Quand presque tous les autres instruments doivent Ah, aller ensemble jouer à l'orchestre. Ils ont tous au moins en général un piano, un pianiste pour les accompagner aux examens. Donc, il y a dès le début, en fait, je trouve un rapport à la musique de chambre qui est naturel. Alors que nous, en fait, on met assez longtemps, parce qu'on joue très souvent seul, et ça mhm. suffit, disons, le piano suffit comme ça à lui-même. Un orchestre. Euh, et donc, c'est vrai que ces premiers moments sont venus un peu plus tardivement. Je devais avoir 15 ans, quelque chose comme ça. Mhm. Et bah, c'était je sais pas, il y avait un côté très nouveau et humain dans l'idée de pouvoir amener quelqu'un chez soi et de juste faire de la musique. J'avais l'impression vraiment de passer une après-midi. Ça pouvait être à la place d'aller prendre un goûter et de jouer aux jeux vidéo. En fait, tu pouvais jouer en fait de la musique ensemble, et ça Autre revenait au chose. même. T'as l'impression de passer une bonne soirée, en fait. Et Mhm. bah, j'avais ça, en fait. Et c'est resté, parce qu'au final, je trouve que c'est toujours une des choses dans lesquelles je me sens très bien. L'idée de pouvoir partir ensemble, de vivre un petit moment, d'avoir l'impression d'être à moitié en vacances, à moitié en train de faire de la musique. Je trouve que quand on trouve des bonnes personnes avec qui jouer, il y a une force aussi de groupe qui se dégage et qui rend Mhm. le tout très, très puissant. Et quand on compte vraiment, on peut compter sur l'un sur l'autre, on a cette sensation de peut-être de puissance, où en tout cas, on est super à l'aise. On est super à l'aise sur scène, d'être spontané. Et donc, ouais, j'ai un rapport euh, vraiment de plaisir immédiat là-dedans. Et donc, c'est vrai qu'après avoir fait beaucoup de récitals et de concertos, c'est toujours des moments un peu d'oasis, où on sait Ah. que je sais que ça va être agréable. Parce que pour le dire, en fait, le récital, tu es seul. Ouais. Et le concerto avec orchestre, quelque part, tu es soliste, tu es seul. Voilà, même si à l'orchestre. Tu vas Ouais, ouais, ouais. c'est ça, Mais de hein? plus en plus, c'est marrant, parce que de plus en plus, je considère l'orchestre comme un peu comme une forme de musique de chambre un peu surdéveloppée, parce que quand même, malgré tout, on a la même spontanéité, même si bien sûr, on se divise un peu la tâche. On a vraiment le piano d'un côté et l'orchestre de l'autre. Ah, Euh, je trouve que quand même, il y a cette force qui revient, même si elle est moins dans l'individualité de chacun, elle est plus dans un esprit de groupe. Mais j'ai toujours, en concerto, quand même l'impression d'appartenir à un tout, comme une sorte de grosse symphonie, plutôt que mm, mm, mm. de me dissocier de l'orchestre, en fait. Et donc, en fait, bah, ouais, pour revenir un peu à la musique de chambre, bah, là, par exemple, je joue pas mal avec un quatuor, comme tu parlais.
C'est-à-dire, ce sont des amis du conservatoire, que ça fait un bon bout de temps qu'on se connaît. Peut-être on peut écouter, on en parle après, ça te va? Bah ouais, bien sûr. Ouais, voilà, comme ça. Ok, à tout de suite. On s'est arrêté là. Et donc, c'est un super quatuor. Nous, on a eu l'occasion, lors du festival du Vieux Palais d'Espalion, de se connaître là-bas. Et donc, la question reste en suspens, évidemment. Nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment s'appelle ce quatuor? T'abuses. Dis-nous tout. Eh ben, écoute, en fait, on n'a pas de nom, en fait. C'est très, très dur. Mais la seule chose qu'ils ont réussi à trouver, vraiment, ça, c'était la question de Traquenard, en fait. Un peu. En fait, ils ont voulu appeler ça Quatuor Kantorov. Enfin, ils ont voulu pousser ça. Je suis toujours pas encore convaincu de ça, mais on avait soit ça, soit l'ensemble tétra, et ça faisait tétraplégique. Et donc, je sais pas, on est genre tout le temps en train de... Ou tétralogie. En Tetris, plutôt, mais non. Tetris, en vrai. Et donc, voilà, on sait pas encore. D'accord, faites un quiz. Pour l'instant, on part sur nos prénoms et non, ça fait très long pour la fiche, mais
C'est tout ce qu'on a fait de mieux, en fait. Et sinon, on peut demander aux gens qui regardent un peu ce live et qui regarderont ce live-là de proposer des choses. Et puis, si jamais on trouve la perle Il gagne un rare, truc. La perle rare, ok, place gratuite et tout, ouais, on va les régaler à ce moment-là. Super. Du coup, oui, on voit bien que c'est un autre travail que le récital ou le concerto. Vous êtes 4 à jouer ensemble et voilà. Et c'est plus la même chose. On comprend. Non, c'est plus. Bah, en plus, là, la pièce, elle est super festive. C'est du klezmer, c'est à la limite de la musique classique en même temps. Donc, il y a. Ouais, là, c'était vraiment juste le fait de pouvoir triper, en fait, et d'avoir un peu ce qu'on écoute chez nous, en fait, et de pouvoir quelque part faire de la musique populaire d'aujourd'hui, en fait. Même si, bon, ça remonte. Mais voilà, non, c'est des bonnes occasions. Et puis, en général, on partage un concert où on fait des œuvres du répertoire, ce qu'on fait habituellement. Et ensuite, à la fin, c'est voilà, un peu carte blanche. On propose plein de trucs dans le genre populaire. C'était plutôt un bis alors, c'est ça? C'est plutôt un bis en fait, exactement. Ouais. Donc, tu dois avoir plein d'anecdotes aussi. Les anecdotes de concert? Ouais. En quatuor. En quatuor non, je vois pas de quoi tu parles. Non, mais il y a eu une bataille de jeux de fruits dans le vieux palais d'Espalion qui a mal tourné à 4 heures du mat. En fait, on s'est pas rendu compte vraiment des conséquences de ça avant le lendemain. En ouvrant, où il y a eu l'odeur de jus d'orange et les murs collants qui sont apparus à nous. Mais voilà, heureusement, merci le Vieux Palais, ils ont été sympas avec nous quand même. Ils sont très sympas. On passe le bonjour à Magali et à toute l'équipe. De toute manière, c'est un très beau festival, voilà, qu'on adore. Voilà, qui malheureusement a été un peu coupé suite au virus. Ouais, c'était trop dommage. Voilà. Bon, du coup, voilà, ça c'est le fameux quatuor Kantorov, voilà. C'est moi, j'ai gagné. Et est-ce que tu as d'autres quatuors, comme tu as mis l'expérience? Est-ce que tu as d'autres projets en quatuor? Bien sûr, il y a en fait, en même temps, j'ai en musique de chambre l'habitude, c'est un plaisir de rencontrer plein de nouvelles personnes, de jouer. Il y a pas, on s'enferme pas. L'idée de notre quatuor, c'était pas du tout de s'enfermer à juste rester ensemble. Souvent, il y a des groupes, c'est souvent des quatuors à cordes plutôt, où là, c'est quelque chose qui est quasiment toute leur vie, où ils passent, ils sont vraiment concentrés sur un genre. Non, nous, on joue avec beaucoup d'autres personnes. Et donc, par exemple, là, le prochain concert, ça va être au Festival d'Évian, qui, super rapidement, ils ont réussi à digitaliser toute la programmation. Donc, c'est encore sans public. Mais voilà, là, je vais jouer du quatuor. Du coup, avec une autre équipe, il y aura en violon une fille qui s'appelle Lia Petrova, il y aura Bruno Philippe au violoncelle et Antoine Tamestit à l'alto. Et donc, bah voilà, ça va être un programme. Il y aura quand même du Brahms parce que j'ai réussi à caser du Brahms. Et puis, ouais, c'est ça. Et le nom du quatuor, pardon? Ah non, c'est pas un quatuor, on joue régulièrement, c'est juste pour l'occasion en fait. D'accord. Voilà, ah oui, d'accord, c'est juste une rencontre. Ok. Ouais, exactement. Il y a plein de concerts comme ça et du coup, c'est souvent aussi vachement sympa, surtout quand on connaît les gens déjà, on les a entendus et tout, de pouvoir. C'est comme si un peu on avait chacun nos cartes en main et qu'on les met sur la table et puis on voit comment le tout se mélange ensemble en fait. Donc c'est assez marrant en plus de voir comment ça peut être très naturel avec certains et d'autres où on met beaucoup de temps à se synchroniser en fait. On peut pas trop décider. D'accord. Mais toi, une question, le fait, moi ça m'a toujours impressionné quand même un pianiste seul avec l'orchestre. Et du coup, en quatuor, est-ce que toi, quelque part, je ne dis pas que c'est des vacances, attention, mais est-ce que tu te sens moins de pression, plus décontracté? Est-ce que quelque part, c'est un peu un repos par rapport au grand répertoire de concerto, de récital? Ou pas du tout, tu le prends pareil et ça ne change rien? Non, en fait, je le prends pareil. Ce qui est plus simple, c'est que, alors c'est plus anecdotique, mais oui, bien sûr, en général, on a beaucoup de moments où on peut être camouflé, on n'est pas tout le temps sur le devant, l'instrument principal à jouer. Donc ça, bien sûr, on varie. Et donc, c'est plus facile de cacher les festnotes, en fait, on va dire. Mais on n'en a pas entendu. mais on va dire que non, je trouve je le prends avec le même sérieux. En fait, c'est même quelque part plus difficile parce que autant quand on est tout seul, c'est simple, c'est que nous, on prend les décisions. Avec l'orchestre, en général, l'orchestre, les décisions, elles se prennent par le chef d'orchestre qui, du coup, on travaille à deux simplement. Et
et en général, pour le concerto, le chef d'orchestre, souvent, il laisse énormément la part libre à l'interprétation au soliste, en fait. Mais quand on est en quatuor, on est quatre et on a tous les quatre la même voix, en fait. Donc, en fait, souvent, en fait, le plus dur, c'est de se synchroniser pour arriver avec chacun, avec nos idées, notre manière de jouer, à former quelque chose qui marche, et qui soit bien équilibré, en fait. Et ça, il y a un mélange on peut pas y aller 100% en disant non, moi je joue comme ça et tant pis. D'accord, ouais. C'est un mélange d'adaptation en C'est une permanence. équipe. Ouais, totalement. Et donc en fait, c'est un autre gros boulot à gérer au final, pour avoir vraiment l'impression un rendu qui soit bon, en fait. Homogène et. Ouais, c'est ça, exactement. Quand tu parles du coup de rendu qui est bon et justement de fausses notes et tout ça, c'est assez impressionnant tout ce que tu as à enregistrer dans dans ton cerveau comme notes, toutes ces partitions. Des fois, c'est 1h10, 1h15. Comment tu fais pour enregistrer tout ça? J'imagine que c'est la répétition, mais est-ce que tu as, je sais pas, tu as des petits tips, comment tu fais quoi? De mémoire, en fait, la mémoire, curieusement, c'est la chose auquel on se pose en général le moins de questions, je pense. C'est-à-dire que on a, à force de jouer notre instrument, à la fois des réflexes, et on a surtout une mémoire digitale qui nous sauve de beaucoup de situations un petit peu chaudes. Parce que je sais pas, c'est comme au final quand on peut chanter des chansons sur la douche qu'on a écoutées longtemps, c'est un peu pareil. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de vraies difficultés à emmagasiner, on va dire, la mémoire, parce que quand on répète et qu'on travaille, j'ai l'impression que les doigts, au bout d'un moment, trouvent leur réflexe bien avant que la tête apprenne le morceau en lui-même. D'accord. Et donc, ça donne lieu à en fait, le vrai problème vient quand la tête, elle prend un peu trop le relais dans les concerts, quand justement, dès qu'on commence à stresser, on se dit, mince, qu'est-ce qui vient alors qu'on pourrait, les yeux fermés chez soi, le faire. Si on y pense trop, c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir un blocage. Et du coup, à force de trop y penser, même les doigts peuvent de temps en temps pas suivre. Et c'est là où on a les frayeurs de mémoire. Mais en général, c'est pas quelque chose qui est vraiment, on va dire, difficile à gérer. Bon, sauf si on a très peu de temps. Pas de souci. Pas de souci. Normalement, pas de souci. Et enchaîner. Ouais. Et donc, tu vas pas jouer avec partition, un récital comme ça. Comme on voit, tu n'as pas de. Non, en général, ça, je sais pas pourquoi, c'était une tradition un peu dans le piano. Les récitals, on les joue sans partition. Moi, je sais qu'il y en a qui le font avec partition. C'est un peu, en général, ils sont plus âgés ou Richter, la fin. Ouais, exactement. Richter, j'ai même Pogoreli, je l'ai vu, il utilise ses partitions. Et en vrai, c'est une autre manière. Je peux comprendre aussi le côté simplement comme si on relisait en même temps qu'on jouait. Donc, ouais, mais après, voilà, c'est une habitude qu'on a un peu prise. Et puis, c'est vrai que c'est plus facile du coup de s'oublier et d'être juste soi avec la musique. Et donc ouais, il y a quand même ces avantages. Et même en musique de chambre, alors c'est étonnant, en musique de chambre, par contre, là, on joue tout le temps avec partition en général. C'est vrai, il y a quelques moments où sans partition, on l'a fait, et c'est vrai qu'on ressent aussi un peu une sorte de possibilité de communiquer plus facile, parce qu'on est moins concentré sur simplement ce qu'on fait, en fait. D'accord. Ok, donc voilà. Écoute, maintenant on peut quand même parler de l'avenir. On est tous déconfinés, les concerts se déconfinent, on l'a bien vu. Voilà, il y a de la vidéo, d'accord, toujours beaucoup de vidéos, mais bon voilà, ça se déconfine. Du coup, voilà, toi, on a tous vécu 2 mois, c'est ça, 2 mois de confinement. Les artistes un peu plus, parce qu'il y a beaucoup d'inertie à ce que ça se remette en route. Du coup, c'est toi, tu as alors projet de disques, de tournées, est-ce que le confinement avec ton yoga, est-ce que toi tu as envie de calmer le jeu ou alors tu es voilà, tu as la patate. C'est quoi ton avenir d'aller 1 an voilà, est-ce que tu as une visibilité sur 1 an? Non, rattraper le temps perdu? C'était full patate en fait à partir de septembre. En fait, disons que cet été, on a encore une période où c'est un peu incertain. On a nos concerts sans public, on a tous des moyens de se retrouver. Donc c'est assez marrant, c'est beaucoup plus local du coup parce qu'il y a peu de voyages encore à l'international. Donc on joue souvent avec on joue qu'avec des musiciens français pour la plupart et des gens qu'on connaît qui habitent en France. Donc il y a un côté un peu plus campagnard de chez nous. Et on va reprendre en septembre. Vraiment, là, je sais que ça va être reparti comme après le concours. Et
Et je pense, non, ça m'aura fait du bien. J'ai vraiment hâte de repartir parce que Ah, d'accord. même si à terme, je sais que mon envie, c'est pas de passer ma vie dans un avion et je sais que j'ai pas la carrière, je pense, ou la consistance pour avoir envie de me fatiguer pour faire plus de 100 concerts dans l'année. Mais je sais que maintenant sont les années pour faire ce genre de choses et c'est l'occasion de rencontrer. Je sais, là, j'ai plein de chance. Je vais rencontrer plein de gens que j'admire. Il y aura plein de projets avec des orchestres un peu partout dans le monde, dans des belles salles. Et donc, c'est vraiment le moment de découvrir tout ça. C'est une chance et donc je suis un peu content d'y être. Donc, la patate, quoi. Ouais. Cool, une journée type dans ta vie? Un morning routine. Ouais, Voilà, ta morning c'est ça, la routine, fameuse. sauf que c'est pas que morning, c'est vraiment, tu vois, c'est toute ta La journée. to-day routine. Avec la cracotte. Waouh, c'est très dur à dire une bonne journée type parce que alors j'aimerais avoir une journée type en général parce que je me sens toujours coupable de ne pas faire ce que j'aurais imaginé dans la tête. En général, alors, disons que j'essaie d'en faire au moins quelques heures de piano par jour. D'accord. On ne va pas toujours en faire, mais je sais que j'ai l'impression un peu comme un sportif, si je n'en fais pas tous les jours, j'ai l'impression que les muscles ils répondent moins bien et donc je sais que j'en ai besoin. Maintenant, je commence à aussi être un peu plus en accord avec le fait que tous les jours, on n'a pas forcément l'inspiration. On a simplement, voilà, on peut pas tous les jours avoir le même niveau d'envie ou le même niveau de concentration et du coup, de se l'accepter, c'est pas évident avec surtout la manière dont on a pris l'habitude d'être enseigné. Donc, ouais, j'ai pas vraiment de journée type. J'essaie juste d'en faire un peu tous les jours, d'avoir un gros petit déj. Si j'ai pas un gros petit déj, il y a même plus de journée en fait. La biscotte. On commence comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et le piano. C'est la vie en fait. Avant. La biscotte, c'est la vie. Et tu voulais peut-être poser une question, Barbara? Non, vas-y. On a bien vu tout à l'heure, tu nous as montré un bis avec le quatuor. Donc voilà, quand on est un pianiste comme toi, on a un répertoire à jouer. Je sais que des fois, c'est pas forcément facile de s'en éloigner. Si toi, tu avais une carte blanche, peut-être pour un bis ou pour un concert, pour jouer des œuvres, un compositeur dont tu rêves de jouer, qu'est-ce que ça serait? Bon, Chopin, Liszt, Brahms, mais à un moment, voilà, tu décides et tu as le droit. Qu'est-ce que tu te lâches? Disons que Chopin, Liszt, Brahms, on a toujours l'occasion de pouvoir les placer dans un programme. Du coup, il faudrait passer quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Oui. Avec le Quatuor, alors on s'était dit qu'on allait faire. On a énormément trippé sur une pièce de rock. C'est du groupe The Who. Et c'est Baba O'Reilly, je ne sais pas si tu vois. C'est un de leurs gros tubes. Et il casse la guitare à la fin, peut-être? Non. Ouais, on va peut-être pas faire ça avec le violoncelle, mais le cœur y est en fait. C'est une grosse pièce de rock vraiment. D'accord. Ouais, bon rock. Et non, on avait commencé pendant le tout début du confinement où on a eu les concerts au Vieux Palais annulés. On s'était chauffé pour essayer de le faire à la base, mais ça a été un peu reporté. Mais donc, ouais, ça pourrait être drôle. Puis, je sais que j'ai une grosse pression en permanence par ma copine pour faire du Joe Hisaishi en concert un jour. Donc, du Joe Hisaishi, c'est le gars qui a composé les musiques de Miyazaki, les films de Miyazaki. Ça. Donc peut-être aussi j'en profiterai pour faire ça. Mais c'est vrai que c'est marrant, on a un peu tendance à pas trop s'aventurer là-dedans. Je sais pas si c'est à la fois par peur de réaction d'un milieu, en même temps je pense que le public ça lui fait très plaisir en fait à entendre écouter ça en bis, mais je sais pas, c'est un peu un sorte de paradoxe. On s'est un peu tous enfermés dans l'idée qu'il faut on peut pas sortir de notre répertoire. Mais bon, je pense qu'en vrai, à terme, ça serait un truc drôle à faire. Ce serait une découverte en plus. Donc la musique de Totoro ou de Princesse. Clairement, Prince Mononoke, Château d'Ancel. Génial. Alors, on a hâte. Et lequel tu préfères dans les musiques je pense que Château Ambulant. Il y a on l'adore. C'est notre préféré. Ouais, et donc, je pense que c'est quand même préféré. Peut-être Porco Rosso après. D'accord, du coup, comme on va se voir bientôt, ça te laisse le temps de travailler le bis. Hein. Pour les grands interprètes, en fait. Voilà, parce que tu es programmé le 23 octobre, tu viens nous voir dans le sud. Et ouais, et waouh, c'est une commande un peu officielle parce que là, on est en direct. Est-ce que tu as le choix? Comment te dire? Bon, non, voilà. Tu es libre. Non, mais en vrai, ça sera l'occasion, du coup, là, si je le dis oralement,
je vais être. Pas de pression, pas de pression. Écoute. Non, ouais, on sera là, c'est par une bonne- contre. On sera là. Ah, ben oui. Parfait, ok, encore moins de pression. Ok, super. Je sais pas, voilà, nous, ça va pour l'instant. Écoute, merci. Peut-être on va se quitter. Oui, on n'a pas écouté de musique des Victoires de la musique, de Exactement. vidéos. Donc, on s'était dit que pour se quitter, on écouterait en entier la danse macabre de Saint-Saëns. Elle est un peu longue, mais Elle nous, elle on est à adore voir. aussi. On a adoré la vidéo, la lumière. Peut-être tu nous dis 2 mots, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été des jours de préparation? Est-ce que tu as eu des heures? Ou comment ça... Parce que la pression, on la connaît, on l'imagine. Voilà, Ouais, ouais, ouais. tu nous as parlé de ta décontraction, mais de ta concentration. Mais comment ça se passe? Voilà, nous, on ouvre la télé, on voit ça et on se dit, waouh, il y a eu de la préparation. Comment ça se passe dans la vraie vie? En fait, je pense qu'il y a une grosse préparation de l'équipe technique, en fait, surtout parce que nous, en fait, on a eu une journée. Alors, c'est un peu une journée bizarre parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude. On va faire un peu des interviews du style Combini, des interviews. D'accord. On doit jouer on avait un truc avec 10 heures où on devait jouer des sortes de mini-musique pour genre la musique, une chanson d'amour, la musique, un truc, je sais pas. Ouais, il fallait. Du coup, j'ai joué Pokémon. Donc ouais, on parle. Voilà, On dira on pas, on parle. dira pas. On interprète. On n'a pas Pokémon. En bis. En Oh, plus, mais c'est mais trop bien. ça a déjà été fait. Donc. D'accord. D'accord. Bon, on va faire Excellent. autre chose alors. Mais bref, en vrai, c'était quelque chose, on n'avait pas trop l'habitude, on était un peu stressé quand même, c'était un peu hors de la zone de confort, mais D'accord. donc en plus on est dans une salle qui est bien faite pour l'image, qui est moins bien faite pour le son, donc on est un peu perdu, on a peu de temps dans la pète, mais eux ils sont super bien rodés et donc bah voilà, on y va en fait, Ah, ça a été on un a peu pas trop. 3-4. Tu n'as pas eu de préparation, tu ne savais pas trop comment ça allait le déroulement. Toi, tu arrives Dans la On fausse a tu as route. des fait une répétitions route. quand même. Voilà. Comment? Tu as des répétitions. Oui, on a une répétition le jour même, juste dans je pense le midi, on joue le soir. Ah oui, Mais d'accord. c'est quelque chose qui est. On n'a pas trop l'habitude parce qu'on a un peu plus l'habitude en concert de prendre le temps, d'avoir vraiment de se concentrer que sur le concert. Et là, c'était vraiment on partait dans tous les sens, faire nos interviews, et, euh, et, euh, et voilà, faire ça en même temps un concert où on joue que 10 minutes. On a peu de temps de se mettre dans l'ambiance. Et il faut Donc, être là. voilà, c'est ça, on n'a pas trop le choix, il faut être là et il faut quand même arriver à se donner et même, ouais, même dans ces conditions, arriver quand même je sais pas, donner un peu l'essence de ce qu'on fait malgré tout, en fait, qu'on ferait dans n'importe quelle salle de concert, que même un public qui est pas un public qui a l'habitude d'écouter la musique classique et un public des victoires pendant l'émission, bah, va quand même pouvoir apprécier et va se rendre compte un peu plus de ce qu'on est vraiment, en fait. D'accord. Mais, C'est-à-dire, ouais. ouais, vas-y. Ah, pardon. Mais toi, tu joues pareil. Toi, ça ne te regarde pas en fait. Ouais, c'est ça. Nous, ça doit sûrement pas nous regarder, en Toi, fait. tu fais ta musique. Exactement, ouais. En tout cas, bravo. Nous, on a adoré. On voulait se quitter avec ça. Donc, je vous conseille quand même de le regarder en entier. La lumière est belle, la vidéo est belle, et il y a la musique. Et toi qui joues, voilà, on a adoré. Voilà. Ouais, c'est un très beau combo. Et en tout cas, c'est chouette d'avoir pu faire une interview avec toi. Merci. Grand merci. Voilà. C'est pas cool de faire ça, en fait. Et puis voilà. Donc là, on va mettre la vidéo. Elle dure 10 minutes. Et puis voilà. Ensuite, on se dira à bientôt à Toulouse. Ouais, exactement. Pour le bis, moi je viendrai pour le bis Oui, spécialement. Plus pour le bis, en fait. Je rentre non, je viendrai pour tout. On sera là. Bon, c'est cool. Merci encore. À la prochaine. Salut.
Merci.